Comme on l'a vu dans le premier épisode, c'est l'Office municipal d'habitation Kativik, ou OMHK, qui administre et entretient les logements de 98% de la population inuit du Nunavik. Et selon un sondage de cet organisme, un peu moins d'un Inuit sur deux trouve son logement confortable. Alors, comment pourrait-on améliorer la situation? Une partie de la solution pourrait venir des normes. Oh oh oh! Ne quittez pas la vidéo! Je vous jure, les normes c'est intéressant, et pas juste pour les geeks du droit comme moi. Un logement doit respecter une série de normes pour offrir de la sécurité, une bonne gestion de l'énergie et du confort. Ces normes pourraient donc être une cause du problème, mais aussi une piste de solution. Comment les normes de construction sont-elles élaborées? Et prennent-elles en compte les besoins inuits? On passe en mode investigation dans cette minute éclair, et c'est énorme! Qu'est-ce que l'efficacité énergétique? Les normes de construction encadrent la conception des logements comme la ventilation, l'isolation et l'emplacement des fenêtres. Elles peuvent donc améliorer l'efficacité énergétique des logements. Mais au fait, qu'est-ce que l'efficacité énergétique? On en parle avec Louis Gosselin, professeur au département de génie mécanique de l'Université Laval. L'efficacité énergétique, la première idée qui nous vient en tête quand on parle d'efficacité énergétique, je pense que c'est la consommation d'énergie, tout simplement. Agir sur l'efficacité énergétique, c'est essayer de réduire justement cette consommation d'énergie dans la mesure du possible. On a tendance à grouper ça en trois catégories principales. La première, c'est le chauffage des espaces. Donc, c'est le poste énergétique principal, évidemment, dans les bâtiments Nunavik à cause du climat. Le deuxième poste énergétique, c'est l'eau chaude domestique. Donc, pour chauffer cette eau-là, ça prend de l'énergie aussi. Et le troisième poste énergétique, c'est l'électricité finalement qui est consommée par les différents appareils dans la maison, frigidaire, télévision, tout ce qu'on peut imaginer, le four, tous ces appareils-là qui vont consommer aussi de l'énergie. Les normes de construction influencent donc la conception et la consommation d'énergie des logements. Mais il faut trouver un équilibre entre efficacité et confort. Après tout, un logement c'est un milieu de vie. On peut facilement faire un bâtiment qui consomme zéro énergie. Il s'agit simplement de ne pas le chauffer et de couper l'alimentation en électricité. Le bâtiment va consommer zéro énergie, mais évidemment, personne ne va vouloir vivre dans ce logement-là. Donc, au-delà des indicateurs de consommation d'énergie, il faut regarder aussi le confort, le bien-être, les services qui sont rendus par le bâtiment et pas seulement la consommation d'énergie. Donc, c'est toujours un peu un équilibre à essayer d'atteindre entre ces différentes choses-là. Mais le confort, c'est un concept un peu flou. Voici comment on le définit dans l'élaboration des normes. Il y a plusieurs types de confort. Là, on parlait peut-être plus du confort thermique, une forme de confort. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je suis bien? Mais il y a d'autres volets aussi au confort. On peut penser par exemple au confort visuel. Tout le monde aime ça, avoir des percées vers l'extérieur, de la lumière naturelle. C'est important aussi pour le confort. Il y a le confort auditif. Donc, si, par exemple, ma chambre se trouve à côté d'une salle de mécanique où il y a des ventilateurs qui sont très bruyants, peut-être que ça ne sera pas très agréable pour les occupants. Il y a le confort, souvent, qu'on note olfactif, qui est lié à la qualité de l'air. Donc, si on a un bâtiment, par exemple, dans lequel il n'y a pas beaucoup de ventilation, possiblement qu'à un moment donné, l'air va être de mauvaise qualité, puis les occupants vont le ressentir aussi. Les normes actuelles prennent-elles en compte les besoins des Inuits? Disons que ces normes demandent aux locataires de faire preuve d'ingéniosité, car il faut toujours garder un tabouret à proximité, que ce soit pour ouvrir la fenêtre de la cuisine ou pour la tenir afin d'éviter qu'elle ne tombe littéralement dans l'évier. Garder le tabouret proche, il vous sera également utile pour fermer la fenêtre du salon, ou pour garder ouverte la fenêtre sans qu'elle ne s'écrase contre le mur. Bref, disons qu'il y a place à l'amélioration dans l'élaboration des normes. Mais comment sont-elles élaborées ces fameuses normes? Laura Villemot, chargée de projet en droit de l'environnement à l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador et impliquée dans un projet de recherche sur les économies d'énergie dans le logement inuit, nous précise qui a compétence dans ce domaine au Canada.
Selon la loi constitutionnelle, c'est aux provinces et aux territoires que revient la responsabilité de réglementer la construction au Canada. Par contre, cette responsabilité a été généralement déléguée aux municipalités et donc cette délégation a amené une multiplication de règlements au niveau municipal et donc un manque d'uniformité. Donc en 1937, le ministère des Finances du gouvernement fédéral a mandaté le Conseil national de recherche du Canada d'élaborer un règlement de construction modèle que en fait toutes les municipalités du Canada pourraient adopter. Les normes de construction sont donc adoptées par les provinces, mais élaborées au niveau fédéral dans une perspective d'harmonisation. Et plusieurs acteurs sont impliqués dans ce processus. Il y a plusieurs instances qui sont impliquées. On pense notamment à la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Ensuite, il y a différents comités permanents qui prennent des décisions finales concernant le contenu technique des codes. On a Code Canada qui vient vraiment s'occuper de l'accompagnement et qui fournit plusieurs documents explicatifs sous forme de guides d'utilisateurs. Et puis, finalement, on a le Conseil national de recherche Canada qui est quant à lui responsable de la publication des codes. C'est une conclusion qui revient souvent dans les épisodes de cette série. Il faut davantage impliquer les Inuits dans le processus décisionnel. Mais comment les impliquer dans un processus aussi complexe que les normes de construction ? En fait, au même titre que tous les citoyens, les Autochtones peuvent devenir membres d'un comité. Dans le cas qui nous intéresse, par exemple, on pourrait penser au comité sur l'efficacité énergétique, qui pourrait être une avenue intéressante. Et de plus, le public peut assister aux réunions des comités permanents. Une autre possibilité également serait celle de participer au processus d'examen public qui donne à toutes et à tous l'occasion de procéder à un examen approfondi de chacune des modifications qui sont proposées. Et à l'occasion, les provinces et les territoires tiennent leurs propres examens publics sur les modifications proposées aux codes provinciaux ou territoriaux. Puis finalement, la dernière possibilité de participation consiste à introduire une demande de modification aux publications de Code Canada directement. Donc, on voit qu'il y a plusieurs façons de participer à l'élaboration. En théorie, les Autochtones peuvent donc participer à plusieurs étapes du processus d'élaboration des normes de construction. Mais qu'en est-il en réalité ? En premier lieu, je n'ai apparemment pas constaté la participation de membres autochtones dans la composition de la dernière rencontre du comité, par exemple, en efficacité énergétique. Puis, si je peux me permettre une analyse personnelle qui est directement en lien avec mon expertise professionnelle, je dirais que cette absence ne s'explique pas par un manque de motivation ou de volonté, au contraire, mais surtout par un manque de ressources, en fait. Les Autochtones ne sont tout simplement peut-être pas au courant de cette possibilité, puisqu'ils manquent souvent de ressources humaines et financières qui les obligent à revoir énormément leurs priorités, malheureusement. Et je remarque dans les demandes de modification qu'il y a manifestement très peu de demandes reçues de la part des Autochtones. Donc, en pratique, je dois conclure qu'il y a pas très peu de participation à l'élaboration des normes de la part des Autochtones. Les Autochtones auraient probablement besoin de soutien pour participer à l'élaboration des normes de construction. Et cette participation aiderait à ce que ces normes soient plus adaptées à leurs besoins. Alors, comment les Inuits pourraient participer à l'élaboration des normes de construction ? Aux États-Unis, par exemple, les peuples autochtones sont libres d'adapter les codes à leurs besoins, voire même d'élaborer leurs propres codes, et l'Agence environnementale américaine publie un guide pour les y aider, comme nous l'explique Jean Rouleau, professionnel de recherche en génie mécanique et chercheur dans un projet de recherche sur les économies d'énergie dans le logement inuit. La communauté de Pinot-les-Villes, qui fait partie de la nation Pomo, ils ont décidé de développer leur propre code pour deux raisons. D'abord, de s'affirmer, si on veut, dans ce sens-là, au lieu de subir les codes que les autres leur imposent. Et la deuxième motivation, c'est qu'ils trouvaient que, dans le fond, Pinot-les-Villes, c'est en Californie. Ils trouvaient qu'à la fois que le code de la Californie et le code international du bâtiment n'allaient pas assez loin en termes d'objectifs environnementaux. Puis Pinot-les-Villes peut aller plus loin que ce que la Californie et le code international proposaient. Et c'est ça, ils sont assis avec les experts de l'IA pour développer un code qui se base sur la performance des bâtiments. L'avantage d'un code propre à un peuple autochtone, c'est qu'on peut l'adapter à ses spécificités culturelles. On va regarder des critères d'acceptabilité sociale et d'esthétique. Et des exemples de ces critères-là d'acceptabilité sociale et esthétique qui sont nommés dans le cas de Pinot-les-Villes. Ils suggèrent, par exemple, pour les maisons, de construire des maisons ou des logements avec des grandes cuisines et salles à manger. Dans la culture locale là-bas, on désire avoir des grands rassemblements familiaux pour que ce soit des événements sociaux. Donc, le bâtiment n'est pas adapté pour la culture locale. Donc, avec le code, justement, on essaie d'éviter ce genre de situation-là. Aussi, dans la religion Pomo, le matin, ce qui est souvent fait, c'est de faire la prière vers le côté est, donc là, où est-ce que le soleil se lève. Donc, des exemples qui sont mis dans le code pour accommoder ce genre de
comportement-là, c'est de, par exemple, installer plus de fenêtres sur la façade est que la façade ouest. Et on pourrait s'inspirer de cette solution pour le Nunavik? Je pense qu'ici, au Québec ou au Canada, on aurait ce genre d'expertise-là. Il suffirait de s'asseoir autour d'une table avec les gens là-bas pour établir un code ou des objectifs réalistes. En termes d'ingénierie, de système d'architecture, il n'y a rien qu'une limite qui nous empêcherait de le faire. Un modèle où les Autochtones élaborent leur propre code est donc possible. En attendant ces adaptations, les Inuits du Nunavik pourraient agir dès maintenant, comme nous l'explique Roxane Roy, qui est stagiaire en droit à l'école du barreau du Québec et impliquée dans le même projet de recherche que Louis, Laura et Jean. Localement, les villages et l'ARC, donc au niveau régional, ces deux acteurs-là ont un pouvoir concurrent de réglementer des normes minimales de construction des logements, mais aussi des bâtiments sur leur territoire. Actuellement, ce pouvoir réglementaire-là provient de la loi sur les villages nordiques et administration régionale Kativik. Donc, les deux ont compétence. Si un village décide de réglementer, faire des normes minimales, il y a la compétence pour. Et si jamais certains villages ne l'ont pas fait, ben, l'ARC vient compenser. Si lui décide de réglementer, ça va s'appliquer aussi régionalement. Les normes de construction peuvent donc réduire la consommation d'énergie des logements et améliorer le confort des habitants. Mais en ce moment, certaines normes ne répondent pas totalement aux besoins des Inuits. Et cela vient probablement de la faible participation autochtone à l'élaboration de ces normes. Un soutien à cette participation aiderait, et on pourrait même envisager que les Inuits adoptent leur propre code comme aux États-Unis. D'ici là, les villages Inuits et l'administration régionale Kativik peuvent dès maintenant adopter des normes plus strictes afin de mieux répondre à leurs besoins. Et la norme n'est pas tout, il est possible de la dépasser par des bonnes pratiques. Mais quelles sont donc ces bonnes pratiques? Vous le saurez dans le prochain épisode.